surtout vers le Qatar, qui à lui seul détient 10% des réserves de gaz, mais qui vient d'annoncer lui-même, c'était dans Le Point la semaine dernière par le truchement de l'émir, qu'il ne pourrait pas se substituer au gaz russe. Donc, bouleversement de l'ordre économique mondial depuis que l'on exploite des hydrocarbures dans la région. Alors, parler de transition dans ce contexte est sans doute un peu optimiste, peut-être même provocateur. Si l'on ajoute à l'équation le regain d'intérêt pour le nucléaire, alors qui est certes une énergie décarbonée, mais qui produit, vous n'êtes pas sans savoir, quelques déchets. L'Égypte a par exemple annoncé la construction prochaine de sa première centrale nucléaire par des constructeurs russes. La géopolitique n'est jamais très loin. Eh bien, effectivement, la question de la transition se pose d'une drôle de manière dans cette région. Les investissements dans le pétrole et le gaz se poursuivent. Ils sont très nombreux. Vous avez dans la région une dizaine de projets qui comptent parmi les 425 bombes climatiques. C'est une étude qui est sortie avant l'été dans la revue Energy Policy, qui dit que si ces 425 projets d'extraction des hydrocarbures voyaient le jour, cela anéantirait totalement, définitivement, l'accord de Paris. Donc il y a probablement urgence à développer les énergies renouvelables dans la région, dans un triple contexte. Je le dis très rapidement comme ça pour ouvrir la discussion. Le premier, c'est l'impératif de décarbonation pour lutter contre le dérèglement climatique. La région doit prendre sa part. Le deuxième, c'est ce contexte de très forte dépendance, toujours aujourd'hui, dépendance économique, dépendance technique, dépendance politique aux hydrocarbures. L'Irak est par exemple le pays le plus dépendant au monde de la manne pétrolière. Et le troisième contexte, c'est aussi celui de la précarité énergétique, en lien avec l'instabilité politique, structurelle. Les coupures d'électricité sont devenues le quotidien des Yéménites, en guerre depuis 7 ans, des Libanais, en proie à une situation politique et économique des plus fragiles. Alors on pense au solaire, à l'énergie éolienne, et il apparaît, je dirais, d'emblée un décalage. Un décalage entre la disponibilité de la ressource. Le Sahara, je vous le rappelle, est le premier gisement solaire au monde, et un certain nombre de blocages. C'est de cela dont nous allons essayer de parler aujourd'hui, même si, vous le verrez, un certain nombre d'initiatives nationales, régionales, internationales montrent un chemin vers une transition et vers le développement d'énergies renouvelables. Alors, pour discuter de cette transition énergétique balbutiante, pourrait-on dire, 3 invités que je remercie chaleureusement de leur présence. Nadia Benalouache, pour commencer, qui est chercheuse associée à l'UMR Télém, c'est à Aix-Marseille Université, qui est aussi enseignante de géographie, qui a été consultante pour plusieurs institutions en énergie renouvelable, dont elle est une spécialiste. Elle a rédigé une thèse sur l'énergie solaire au Maghreb et a publié plusieurs travaux sur la production d'électricité en Tunisie, sur la filière photovoltaïque qu'elle connaît bien, et plus globalement sur les politiques énergétiques au Maghreb. Philippe Petria, tout au bout de cette rangée, qui est historien, un historien chez les géographes. On s'est dit que pour un historien au FIG, on enverrait un géographe au rendez-vous de l'histoire de Blois la semaine prochaine, pour équilibrer un petit peu. Maître de conférence à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, Philippe Petria est un spécialiste de la péninsule arabique, notamment de l'Arabie Saoudite, plutôt en histoire économique. Il a beaucoup travaillé sur les échanges marchands entre l'actuelle Arabie et l'extérieur, l'Asie, sur l'histoire du pétrole, de l'agriculture dans la région, et son dernier ouvrage, que je vous recommande chaudement, Au pays de l'or noir, au pays au pluriel, une histoire arabe du pétrole, paru chez Gallimard il y a 1 an ou 2. Enfin, Éric Verdeil, au centre de la Seine, professeur de géographie et d'études urbaines à Sciences Po Paris, qui est un grand connaisseur du Liban, mais aussi de la Jordanie et de la Tunisie, dont il nous parlera plus particulièrement aujourd'hui. Il a travaillé sur les politiques de gestion urbaine, et Éric mène aujourd'hui des recherches sur les infrastructures, celles du gaz et de l'électricité notamment, et sur les politiques énergétiques de la région. Le dernier livre d'Éric
que je vous recommande également et qui est disponible au Salon du Livre. C'est l'Atlas des mondes urbains, aux presses de Sciences Po. Donc je vous propose, merci encore à tous les trois d'être là, je vous propose une discussion en deux temps, sur deux petits tours de table avant d'ouvrir la discussion. Un premier temps est bien sûr une sorte d'état des lieux sur finalement la disponibilité des ressources et les conditions de leur exploitation, les effets de l'exploitation des ressources sur le territoire. Et un deuxième temps de discussion sur cette transition énergétique, quelle forme, quelle limite de cette transition énergétique actuelle. Voilà pour le déroulé. Alors, j'aimerais poser la première question, honneur aux minorités, à l'historien, Philippe Pétria. On ne va pas vous demander, Philippe, de nous refaire l'histoire du pétrole arabe en 5 minutes, il y a 500 pages sur le sujet. Mais est-ce que vous pouvez quand même peut-être nous rappeler les grandes étapes finalement de cette exploitation des hydrocarbures et surtout nous dire bien, ce que cela a changé ou quelle grande bifurcation fondamentale pour le territoire vous avez observé sur un siècle. Voilà, vous avez 5 minutes. Comme je suis l'historien de service, je commence par l'honneur à la géographie. Donc, je montre une carte, une très vieille carte, qui a plus d'un siècle, c'est une carte ottomane de 1915, donc l'Empire ottoman est en pleine guerre. Bon, voilà, 1915, c'est une rude année pour l'Empire ottoman, quand même bousculé, et puis quand même, il trouve le moyen de faire une carte des ressources de l'Empire, et sur cette ressource, sur cette carte, c'est intéressant, il y a à la fois les chemins ferrés, les voies de fer, et les sources de pétrole. Franchement, il faut être un petit peu loin pour voir, parce que c'est une carte très précise. Mais quand même, on peut regarder, l'intéressant, c'est ce qui échappe complètement à la carte, c'est le golfe Persique. En 1915, quand même, officiellement, ce sont encore des parties de l'Empire ottoman, du moins du point de vue d'Istanbul. Et ce qui quand même intéresse beaucoup du point de vue du pétrole, c'est ce qui se passe en Irak. Alors, on voit une petite partie de l'Iran d'ailleurs juste à côté si on regarde cette carte. Alors ça m'intéresse parce que d'abord, ça veut dire que l'histoire du pétrole ne commence pas avec les Américains qui débarquent en Arabie Saoudite. C'est une très vieille histoire en fait. Voilà, le gisement, le pétrole qui affleure, les gaz qui affleurent, hein, ces phénomènes de petits feux sont connus de l'Antiquité, des temples de feu que vous avez vus en photo ou en visitant la région, qui sont très connus, qui sont parfois liés à des cultes, même souvent liés à des cultes. Mais c'est quand même au XIXe siècle que, à la fois par des archéologues et des infrastructures, c'est pour ça que je montre cette carte, parce que c'est lié aussi à la fonction de chemin de fer, qu'on commence à s'intéresser à ce qui devient une ressource. Ce qui auparavant est plus un phénomène, et là ce qui devient une ressource énergétique. Non pas juste donc, comme on s'en servait avant pour calfeutrer des navires, pour réparer certaines blessures, par exemple les dromadaires, on s'en servait pour en mettre par-dessus les cannes, des genoux, etc. Voilà, il y a plein d'usages comme ça, mais là pour le faire brûler en fait, et remplacer voilà, des énergies qu'on avait auparavant, notamment le charbon après la Première Guerre mondiale. Après donc c'est une histoire qui accélère à partir du 19e, donc l'Empire ottoman s'y intéresse, on a un peu oublié ses premiers efforts, hein, à partir de sources assez artisanalement en tout cas exploitées, la fin du XIXe siècle. Et puis au tout début du XXe, on voit des premières expéditions pour le coup scientifiques, de géologues, d'ingénieurs, très souvent européens et de premiers américains, qui commencent à parcourir la région. La première date en fait, celle qui est la plus connue, c'est la découverte du pétrole en Iran. Alors encore une fois, quand on découverte, je vais me faire avoir là. Bon, en fait, le pétrole est déjà découvert, c'est juste qu'on découvre des gisements en quantité commerciale, donc, qui permettent d'exploiter et de faire des bénéfices. Donc, qui a lieu en 1908, en Iran, dans le sud de l'Iran, par le biais d'une sorte de contrat juridique qui va être ensuite essentiel dans la façon dont le pétrole sera exploité et perçu dans la région, c'est ce qu'on appelle les concessions. C'est-à-dire qu'un contrat est donné, en fait, par un État à un particulier, en l'occurrence c'est un monsieur qui s'appelle William Darcy, ou bien une entreprise, à charge pour lui de développer, d'exploiter, de prospecter, donc, en échange donc, des contreparties financières. On appellera plus tard les royalties. On pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Mais donc c'est ce type de contrat-là par lequel commence l'exploitation du pétrole et par lequel ensuite va être exploité toutes les ressources énergétiques de la région. Ça va très vite ensuite, hein, puisque accélère l'usage industriel du pétrole, notamment pour remplacer, en fait moins pour remplacer que pour venir en addition au charbon. Et dans la péninsule arabique ensuite, se multiplient donc ces contrats de concession, par lesquels donc, les gouvernements locaux, qui sont encore très jeunes, il faut le souligner, hein, et donc ils voient dans ces contrats aussi une façon d'assurer leur reconnaissance internationale, d'assurer aussi des revenus intéressants, importants, plus encore lorsqu'ils sont confrontés à la crise de 1929,
donc multiplie en fait les concessions. La plus connue, c'est celle de l'Aramco, parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps avec l'Arabie Saoudite, donc qui est signée en 1933, qui donnait donc un consortium de compagnies, surtout américaines, qui va permettre de découvrir en fait ce champ géant que Roman Sadiki vient d'évoquer, le champ de Ghawar, qui est l'un des champs géants, ce qu'on appelle les champs géants dans la région du Golfe Persique, et donc progressivement de mettre à jour en fait cette immense région de gisement qui, pour des raisons géologiques, se concentre autour du Golfe Persique et sont, en fait, on le découvre très vite, particulièrement faciles à exploiter, peu profond, peu onéreux à exploiter, c'est le coût d'extraction le plus faible du monde, ce qui fait que ce sont des pays qui en fait bénéficient très vite et en très grande proportion de ce qu'ils extraient. Voilà, le premier pays en fait, avant l'Arabie Saoudite, à connaître ces concessions, c'est Bahreïn. Et j'aime bien citer cet exemple parce que c'est aussi Bahreïn qui est le premier en être sorti. C'est le premier pays à être passé en fait à une phase post-pétrolière, à avoir épuisé ses champs aujourd'hui. Et donc à être clairement en fait, le puissant pilote de la région, donc ce que ça peut donner un Golfe Persique sans pétrole et sans gaz. Voilà, donc ça c'est une très rapide histoire. Alors je termine en disant que justement ce contrat de concession en fait est important parce que ça veut dire que pendant très longtemps le pétrole a été perçu à la fois comme une ressource des États, servant à la stabilité des États. Donc c'est vrai de dire que beaucoup d'États de la région sont liés à la manne pétrolière. Ça ne me choque pas non plus, on peut en reparler, de dire que ce sont aussi des États rentiers d'une certaine façon, même si le modèle n'est plus vrai aujourd'hui. Mais ça veut aussi dire que très tôt, il y a eu des revendications de la part de la population, des élites en fait, mais aussi des ouvriers, des premiers syndicats, etc. Donc on a un peu oublié l'histoire, on en parlait à l'instant avec Thierry Verneil, réclamant justement de remettre la main sur ces ressources. Parce qu'ils voyaient à quel point l'industrie, d'abord commençait à embaucher des gens, transformer des paysages, construisait souvent d'ailleurs dans des périphéries désertiques des grandes villes, des compounds, des camps réservés aux ingénieurs des compagnies, souvent des ingénieurs étrangers, tandis qu'on faisait habiter les habitants locaux, on appelait aussi ça des indigènes, des autochtones, arabes, saoudiens, qataris, omanais, dans des villes de huttes qui ressemblent en fait, d'après les photos qu'on a, vraiment des bidonvilles. Mais aussi à une meilleure redistribution des ressources. Et donc le pétrole va aussi servir en fait de politisation, une ressource politisante en fait dans la région, ce qui est vraiment intéressant aussi. Et puis enfin, par le biais des concessions, enfin troisième effet, c'est la transformation du territoire. Non seulement des paysages, parce qu'on va se loger des villes modernes, il faut imaginer ce que ça peut vouloir dire en 1929, 1933 en Arabie Saoudite, de voir tout d'un coup surgir une ville avec des climatiseurs, des voitures, mais entourée de barbelés et à laquelle on n'a pas accès, parce qu'elle est réservée aux étrangers. Et puis aussi des infrastructures sans commune mesure avec ce qu'on avait à l'époque. Il faut imaginer des immenses torchères, des complexes industriels qui devaient être tout à fait en fait, neufs et aussi déstabilisants, avec aussi la volonté de faire travailler beaucoup de gens, donc assez déracinés, transmettre dans un univers qui leur est complètement étranger, industriel en fait. Donc ça change véritablement à la fois le paysage et aussi le territoire, puisque ça va fournir une manne financière qui permet d'installer les premières infrastructures. Et c'est avec ça que je voudrais terminer, c'est vrai que c'est souvent une histoire assez noire du pétrole. Voilà, il est noir dans les deux sens. Mais en fait, il ne faut pas oublier aussi que malgré tous ces points négatifs qu'on voit aujourd'hui, et que je pense sur lesquels on va revenir, c'est aussi une histoire en fait de formidable développement. De l'État, bien sûr, avec ses forces souvent autoritaires dans la région, il faut bien le dire, de contrôle du territoire, de sédentarisation, parfois forcée des populations, mais aussi d'écoles, d'adduction, d'eau, d'énergie, l'eau, j'insiste beaucoup là-dessus, qui fait que, voilà, il y a quand même, pendant toutes les générations, jusqu'aux années 80, on vécu ça aussi comme une formidable magie, en fait. D'où peut-être le choc aujourd'hui, dont on va parler, de voir cette image complètement renversée. Voilà, le plus beau roman qui raconte ça encore bien mieux que ce que je viens de faire, là je le cite pour terminer, c'est je crois Monif, Bergman Monif. Et on a de la chance parce qu'il a été traduit il y a maintenant 5 ans en français, le premier tome d'une magnifique série qui s'appelle Les Villes de Seine. Chez Actes Sud. Voilà, chez Actes Sud, tout à fait, qui est très très bien traduit. Les autres tomes sont disponibles en anglais si vous ne lisez pas l'arabe. Voilà, ça vous explique beaucoup mieux que ce que je viens de faire en 5 minutes. Donc, cette épopée du pétrole et comment elle a été perçue par les habitants de la région, Monif étant un Saoudien qui a vécu dans sa vie, qui a pu assister à cette transformation des paysages et de la société par le pétrole. Merci pour cette perspective historique fondamentale. Alors, cette rente dont vous parliez, il faut qu'on l'explique un petit peu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pétrole au Bahreïn, il n'y en a plus à Dubaï, mais
Mais dans la région, globalement, de nouveaux gisements sont encore découverts, peut-être pas tant le pétrole que le gaz, mais qui est finalement, qui relève du spectre des hydrocarbures. Il est impossible, par exemple, d'estimer la quantité de réserves de gaz ensevelies sous la mer, je pense à la Méditerranée orientale, qui pourrait d'ailleurs sortir le Liban de la crise économique, à condition que les frontières maritimes avec Israël fassent l'objet de négociations. Donc on découvre de nouveaux gisements. L'après-pétrole, c'est pas pour tout de suite, c'est pas prêt de s'arrêter, mais cette dépendance, puisqu'il s'agit de cela, comment elle se manifeste effectivement concrètement, cette dépendance aux hydrocarbures, avant l'illusion d'un monde post-pétrole, même si par endroits, effectivement, ça a déjà commencé par la force des choses. Éric Verdet. Oui, merci beaucoup Roman pour l'invitation à participer à cette table ronde et à discuter de ces questions. Alors c'est vrai que Philippe vient de parler des pays producteurs de pétrole et je pense que c'est peut-être paradoxal, mais dans le monde arabe, c'est aussi très important essayer de mesurer le rapport des pays non producteurs de pétrole, ou en tout cas importateurs de pétrole, parce que parfois ils en produisent un petit peu, comme la Tunisie, et le rôle que ça joue dans leurs économies, mais aussi dans les représentations collectives, et donc dans les mobilisations politiques. Et c'est un petit peu sous cet angle paradoxal de la dépendance des pays non producteurs que je voudrais introduire quelques éléments de réflexion. À partir donc des exemples jordaniens et tunisiens. Donc, disons très brièvement d'abord sur la Jordanie, c'est un pays qui n'a pratiquement aucune ressource propre en énergie. Ils ont des tout petits champs de gaz dans l'est de la Jordanie, j'ai pas mis de carte, un endroit qui s'appelle Richa, mais en gros jusqu'en 2014, leur énergie primaire était à 97% importée. Donc ils sont complètement dépendants des importations. Alors, évidemment, ils ont bénéficié de la proximité de leurs voisins et souvent des alliances géopolitiques qui les lient à eux pour recevoir, souvent à titre sinon gracieux ou au moins très subventionné, des ressources d'énergie. Et donc pour la Jordanie, c'est l'Irak qui pendant longtemps a joué ce rôle. Simplement en 2003, avec l'invasion américaine, brutalement, le flux de pétrole qui alimentait en fait toute la vie économique jordanienne, à la fois physiquement, les voitures, l'électricité, etc. Et puis voilà, économiquement aussi, par des mécanismes de revente, par ce qu'on appelle la rente indirecte. Tout cela, brutalement, s'est effondré et a placé la Jordanie dans une situation très difficile. Ils se sont alors tournés vers leurs voisins égyptiens qui venaient de découvrir des gisements gaziers. Et ils ont fait un grand basculement vers le gaz naturel, jusqu'en 2011, quand, avec la révolution en Égypte, des attaques terroristes ont ciblé le gazoduc qui desservait à la fois Israël et la Jordanie, privant brutalement de nouveau la Jordanie de cette énergie vitale, entraînant une très grave crise budgétaire, parce qu'il a fallu remplacer en urgence le gaz par cette nouvelle énergie. Donc, vous voyez, ici, là, on a l'exemple d'une dépendance matérielle, physique, très forte aux infrastructures, aux hydrocarbures des pays voisins. Et donc, au sein des élites politiques jordaniennes, est née à ce moment-là la volonté politique de sécurisation énergétique. Et ils ont considéré trois voies. Une première voie, c'est celle qu'a mentionné tout à l'heure Roman, le nucléaire. Et jusqu'à il y a quelques années, ils ont considéré très sérieusement la construction d'une centrale nucléaire. Alors d'abord au bord de la mer, puis ensuite à côté de Amman. Et donc vous imaginez ce que ça peut représenter dans un pays désertique comme ça, sans eau. Et donc la solution, pour l'anecdote, et je pourrais revenir là-dessus, c'était de refroidir la centrale nucléaire avec les eaux d'égout d'Amman. C'était un projet très sérieux. Simplement, d'un point de vue financier et aussi géopolitique, ce projet était trop complexe, et même d'un point de vue technique, c'est trop gros une centrale nucléaire pour un pays relativement petit comme la Jordanie, qui à l'époque avait 6 millions d'habitants, aujourd'hui une dizaine de millions. Donc, deuxième voie explorée, c'est les gisements de pétrole de schiste qu'ils ont, ou plutôt de schiste bitumineux qu'ils ont trouvé sur leur territoire. Donc, je vous ai amené un petit bout de schiste
bitumineux, vous voyez, c'est un morceau de roche qui ne sent absolument pas, mais que lorsqu'on le fait brûler à très haute température, on peut extraire le pétrole qui est à l'intérieur et donc alimenter une centrale électrique. Et donc là, ils ont un projet qui va sortir, que vous voyez sur ces images, avec une gigantesque mine creusée dans le désert, et cette centrale de 470 MW qui doit contribuer à cette autonomisation énergétique de la Jordanie. Donc, jusqu'alors, la Jordanie n'était pas un pays dépendant d'hydrocarbures, désormais, il le devient. La troisième voie, on en parlera tout à l'heure, c'est celle du solaire. Alors je dis un mot quand même de la Tunisie. La Tunisie se trouve aussi dans une situation de dépendance aux hydrocarbures, mais moins forte. Mais parce qu'ils avaient des gisements de pétrole et de gaz. Mais depuis 2000, ces gisements sont en voie de diminution, alors que les besoins de la Tunisie augmentent beaucoup. Et donc ils sont désormais en situation de déficit et donc d'importation. Alors leur pétrole, il se trouve surtout dans le sud du pays, dans l'espèce de triangle qui descend entre la Libye et l'Algérie, et le gaz, c'est surtout dans le golfe de Galès. Alors, ce qui est ici intéressant, c'est que depuis la révolution tunisienne, la situation de dépendance s'est beaucoup aggravée, à la fois tout simplement parce que ces gisements décroissent de manière rapide, mais aussi parce que un certain nombre de problèmes politiques ont surgi autour de l'exploitation de ces hydrocarbures, et en particulier en lien avec la nouvelle constitution tunisienne adoptée en 2014, qui, dans son article 13, affirmait de manière extrêmement forte la souveraineté populaire sur les ressources naturelles. Et je pense que ça fait tout à fait écho à cette vision nationaliste de se saisir du pétrole, dans un rejet aussi de la dépendance coloniale antérieure, et que le régime Ben Ali incarnait d'une certaine manière aux yeux de la population tunisienne. Et alors, cette revendication a généré dans la population tunisienne énormément d'attentes pour exploiter le pétrole, exploiter le gaz naturel, et surtout que la population puisse en bénéficier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup d'habitants de la Jordanie, et pour un certain nombre de personnes tenant des discours populistes, l'épuisement progressif du pétrole qui était constaté par les géologues était un discours qui était faux et qui cachait des visées, disons, annexionnistes et d'exploitation par des compagnies internationales. Et du coup, s'est développée toute une campagne, notamment en 2015, que vous voyez ici, c'est « Où est le pétrole ?» C'est-à-dire, où est le pétrole, les gens pensant qu'on leur cachait, qu'on leur mentait. Donc, véritablement, l'idée d'une ressource qui allait pouvoir être redistribuée, notamment sous la forme d'emploi. Alors, la deuxième image que vous avez dessous, c'est un sit-in qui s'est développé en 2017 et qui a duré de nombreux mois, de la part d'habitants de ces régions du sud de la Tunisie, revendiquant justement d'être embauchés par ces sociétés pétrolières et disons, entrant dans un rapport de force extrêmement fort avec les autorités étatiques et étant soutenu d'ailleurs par certains partis pour des raisons électorales, puisque en particulier Ennahda, qui à l'époque était dans l'opposition, enfin plus ou moins dans l'opposition, s'en servait un petit peu comme un moyen de levier dans sa lutte contre le président Essebsi qui était justement au pouvoir. Donc je termine, effectivement c'est important de voir comment cette représentation d'une ressource qui doit être nationale, qui doit être appropriée par le peuple, structure l'imaginaire politique dans ce pays, alors sous cette forme populaire, voilà, mais on voit bien qu'il y a aussi cette idée pour la Jordanie d'avoir du pétrole ou d'avoir une source d'hydrocarbures est un élément très puissant dans leur projet national. Merci pour ces éléments, illustrations qui effectivement montrent le poids de cette dépendance, de façon d'ailleurs plutôt contre-intuitive. Effectivement, voir que les pays non producteurs deviennent dépendants, constater l'aggravation de la dépendance chez les petits producteurs type Tunisie, alors qu'effectivement l'urgence est plutôt d'en sortir. Mais si nous en sortions un petit peu justement avec vous, Nadia Benalouche, pour dire un mot de ce qui se passe du côté des énergies en dehors des hydrocarbures. J'ai
parlait effectivement du soleil, de l'éolien, peut-être aussi, nous direz-vous un mot de la mer et de ce qu'on peut en faire. Quel état des lieux on peut faire, alors peut-être pas forcément sur ces trois ensembles désertiques, mais plus particulièrement sur le Sahara que vous connaissez mieux, quel état des lieux de ces énergies renouvelables, pour commencer? Alors, des éléments de contexte, d'abord, donc c'est plutôt à l'aube du XXIe siècle que la question du changement climatique est avec lui et l'impérieuse nécessité de décarboner les systèmes énergétiques, mais aussi la question de l'épuisabilité des ressources fossiles ouvre la voie, une nouvelle voie à l'énergie solaire en Méditerranée. Donc, et dans ce contexte, dans cette configuration, l'avantage est au sud, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, le Sahara est un des gisements solaires les plus importants au monde, avec une irradiation solaire moyenne de 3200 alors c'est pas kilowattheures, c'est pas grave, par mètre carré, soit plus du double de la moyenne française. Donc un adage est né depuis. Les zones désertiques mondiales recevraient en moins de 6 heures une énergie solaire équivalente à la quantité d'énergie que l'humanité consommerait en l'espace d'une année. Donc on présente ainsi le Sahara et les déserts avec comme une solution miracle. De cet immense potentiel sont nés des projets, des méga-projets comme le plan solaire méditerranéen, un projet qui a été approuvé par l'Union pour la Méditerranée en 2008 et qui lui-même repose sur des initiatives privées telles que le projet Desertec, dont on a ici l'image. Alors c'est un projet extrêmement étendu, sur tout le bassin méditerranéen et même au-delà, pharaonique, très ambitieux. Dans ces projets, le désert est ainsi conçu donc, comme un réceptacle de projets renouvelables et la Méditerranée comme un lieu d'interdépendance électrique, en plus d'interdépendance effectivement gazière ou pétrolière. Alors l'idée de ces projets, exporter donc de l'électricité d'origine renouvelable depuis les pays producteurs du sud de la Méditerranée vers les pays membres de l'Union européenne. Alors dans ce contexte, ce sont les grosses centrales qui seront effectivement privilégiées puisqu'elles permettent un rendement élevé et facilitent l'évacuation de cette électricité verte vers la rive nord de la Méditerranée. Pourtant, lorsqu'on étudie concrètement les facteurs qui ont conditionné le choix de localisation de centrales solaires et notamment renouvelables au Maghreb, le milieu désertique est parfois sollicité, mais le plus souvent il ne l'est pas. Alors pourquoi? Donc évidemment, les déserts ont suscité des espoirs. Pourquoi? Parce que du point de vue des facteurs naturels, le désert, c'est d'abord un ensoleillement élevé. Alors quand on parle d'ensoleillement, il ne s'agit pas de température, mais bien de lumière. On a aussi donc l'avantage de la platitude du terrain. Donc ici, la centrale en construction de Ouarzazate au Maroc. Et puis, autre point aussi avantageux, celui de la disponibilité foncière. Donc, alors, pardon, non, on est toujours là-dessus, voilà. Bon. Alors, pourquoi la disponibilité foncière? Parce que les énergies renouvelables ont réintroduit une proportionnalité entre le rendement et la surface de production nécessaire. C'est-à-dire que plus la capacité installée est élevée, plus grande sera la surface nécessaire pour l'exploitation de la centrale. Donc, quand on observe par exemple le complexe énergétique solaire de Ouarzazate au Maroc, c'est 3000 hectares qui sont désormais utilisés pour l'exploitation de l'énergie solaire. Donc il faut de la place. Donc le Sahara, à ce moment-là, effectivement, nourrit tous les espoirs, mais concrètement, quand on, par exemple, on adopte une approche par technologie, alors on a la technologie CSP, sans vouloir être trop technique, c'est une technologie qu'on dit thermodynamique, c'est-à-dire une centrale thermique qui fonctionne en chauffant un fluide qu'on va transformer en vapeur et puis convertir en électricité. Donc si vous me suivez bien, effectivement, on a besoin d'eau et le Sahara n'en possède pas vraiment. Donc ces centrales doivent être situées soit à proximité de la mer, soit à proximité de barrages, comme le barrage Sidi Mansour pour la centrale de Ouarzazate, ou encore à proximité de stations de transfert de pompage par énergie. Alors pourquoi? Pour garantir effectivement l'alimentation en eau de ces centrales dites thermiques, mais aussi pour l'entretien en cas de tempête de sable par exemple.
Alors, si au Maroc, effectivement, on a l'Atlantique qui borde le Sahara occidental, ce qui permet au Maroc aujourd'hui de lancer de multiples projets ici au Sahara occidental, en Tunisie et en Algérie, le Grand Sud en tout cas, le Grand Sud n'est pas tellement le réceptacle de ces projets solaires, puisque c'est une région marquée par un stress hydrique, donc un manque d'eau, tout simplement. Concernant la technologie photovoltaïque, où on capte la lumière pour la convertir en électricité cette fois, contrairement aux idées reçues, la température idéale pour permettre un rendement élevé, c'est 25 degrés. Donc loin des 55 degrés que peuvent atteindre les territoires sahariens, surtout avec la variation des températures la nuit. Donc on voit effectivement que le Sahara est ainsi boudé. Alors il y a un autre facteur, cette fois infrastructurel et pas naturel, c'est celui du réseau électrique. Donc ici on a superposé au réseau électrique algérien les projets de centrales solaires. On voit très bien qu'on va privilégier le nord du pays, puisqu'il est fortement maillé, contrairement au Grand Sud. Donc il faut pouvoir évacuer l'électricité produite. Donc ici, on voit très bien qu'il y a une correspondance presque totale, alors non, c'était pas correspondance presque totale entre le réseau électrique et l'implantation des centrales solaires. Donc il se dessine aujourd'hui quand même une nouvelle géographie de l'énergie. Alors c'est la dernière image, avec traditionnellement donc des centrales thermiques qui sont situées au nord du pays, sur la bande littorale, mais voilà, les centrales solaires. Alors les centrales solaires ne se situent pas dans le Sahara, comme on le voit, mais plutôt sur une zone des hauts plateaux, si on a une approche un peu régionale au Maghreb. Donc on a effectivement une nouvelle géographie de l'énergie qui se dessine au Maghreb avec l'irruption de ces énergies renouvelables, mais où le Sahara tient une place très secondaire, contrairement à ce que vous pouvez penser. Voilà. Merci, c'est très riche pour cet état des lieux. Effectivement. Donc c'est important de rappeler toutes ces conditions de possibilité, je dirais, d'aller plus franchement vers cette affaire, ce processus de transition. On va y entrer d'ailleurs, si vous le voulez bien maintenant, donc pour ce deuxième temps de discussion, dans ce processus de transition énergétique et dans la façon dont il est effectivement abordé localement. Philippe Pétria, je vous rends la parole parce que l'avantage avec un historien du contemporain, c'est qu'on peut l'interroger sur le contemporain, et dans cette situation de dépendance que vous avez rappelé l'un et l'autre, il y a malgré tout, et notamment en péninsule arabique, des politiques de diversification de l'économie qui utilisent cette rente pétrolière pour se projeter vers d'autres effectivement leviers de développement, des réformes qui pourraient soutenir à la fois cette sortie de la dépendance et cette entrée dans le développement des énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous redonner quelques éléments sur cette diversification qui ne date pas d'hier? Parce qu'on pense l'après-pétrole, quasiment, on a pensé l'après-pétrole, en tout cas en péninsule arabique, au moment où on a commencé à l'exploiter massivement, paradoxalement. C'est effectivement une très vieille réflexion qui revient quasiment dans les mêmes thèmes, avec les mêmes plans depuis les années 80, depuis le contre-choc pétrolier. Il y a vraiment une similitude, je trouve, des plans, y compris dans les plans quinquennaux, qui est assez frappante. Et si tu veux bien mettre, pendant que je parle, donc là, cette vidéo donc de la fameuse ville là, que fait assurer l'Arabie Saoudite dans le désert, Neom, avec ce projet urbain et très énergétique en fait du désert, qui s'appelle The Line. Il n'y a pas de son, donc rassurez-vous, je peux continuer à parler. Avec deux fils qu'on a commencé à broder en fait là, à la fois donc cette eau dans le désert et puis donc la transformation énergétique. Alors ce que montre ce film en fait de The Line, c'est à la fois que le désert est en train de devenir une destination touristique. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de tourisme parce que je sais que c'est trop facile de m'en tirer comme ça pour parler de valorisation, mais c'est quand même vrai. C'est-à-dire que voilà, le désert redevient une sorte d'imaginaire orientaliste où on attire de plus en plus de touristes, mais aussi d'entreprises pour le faire valoriser. Ça renvoie aussi, je trouve, à beaucoup de projets coloniaux qui montrent que la valorisation du désert est une histoire en fait vraiment du XXe siècle. Tous ces projets d'amener l'irrigation dans le désert, puis dans les années 60-70, on commence à parler de lutte contre la désertification. Donc beaucoup de projets économiques, d'infrastructures, par le rôle des experts, des ingénieurs, des agronomes, etc., qui effectivement, encore une fois, ne datent pas d'hier. Et puis si jamais je mets cette image, c'est parce que, voilà, Neom
de façon assez publicitaire, il faut bien le reconnaître, rassemble un peu tout ce qu'on peut imaginer pour la transition. Et en fait, c'est une sorte d'accumulation, d'agrégat de tout ce qui sort, en fait, ce qu'on prend le plus à la mode, avec des projets toujours plus faramineux les uns que les autres. Voilà, dès qu'il y a un projet qui sort aux Émirats, Neom en sort un avec 5 milliards de plus. Il y a des sortes de surenchères dans la diversification, en tout cas dans la publicité de la diversification, qui est quand même intéressante autour de Neom. Alors qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Donc c'est construire une ville en fait dans le désert, qui n'est pas la première, et qui, je ne sais pas si elle réussira mieux que les autres. La première c'était Masdar, aux Émirats Arabes Unis, qui quand même n'est pas une réussite complète. Voilà, quand on se promène dans Masdar, c'est plutôt mort que vivant. Mais voilà, c'était déjà un projet intéressant en soi, qui permet de faire que la péninsule arabique et les pays de la péninsule arabique, tout pétrolier qu'ils soient, se sont en l'espace de 10 ans mis au centre de la carte du renouvellement des énergies renouvelables, l'accueil de l'Agence internationale des Émirats, des projets toujours plus faramineux les uns que les autres, le solaire qui est en plein développement, et c'est une réalité, à la fois en Oman, en Arabie Saoudite, dans beaucoup d'autres pays, et puis des plans voilà, de vision à 2040, 2050, 2060 qui annoncent tous donc 50% d'énergie renouvelable. Alors, bon, ce sont des États qui sont encore entre 1 et 3% dans le mix énergétique de renouvelables actuellement. Donc il y a une grande marche à passer. Et puis Neom, je le prends aussi comme image, parce que c'est là qu'a annoncé l'an dernier l'Arabie Saoudite aller construire donc, un immense complexe en fait, industriel de production d'hydrogène vert, qui est l'énergie qui est aujourd'hui celle du futur. Voilà. Donc Neom rassemblerait donc à la fois un champ donc, de production d'énergie solaire, qui permettrait d'alimenter ensuite une usine de production d'hydrogène vert qui, vous savez, demande beaucoup d'énergie, en fait. Même si encore aujourd'hui on ne sait pas trop comment le faire et comment surtout après le transporter, c'est un plan. Et puis ensuite, un recyclage, notamment du CO2 émis pour produire ensuite des dérivés, donc du méthanol, du CO2 liquide pour les boissons gazeuses, tous les produits alimentaires qui en ont besoin. Et donc la volonté de promouvoir en fait non seulement les énergies du futur, mais en plus de les mettre en cycle. Voilà. Et donc de dire qu'en fait, et c'est ça en fait, moi je pense qui est intéressant à voir, au-delà du tourisme, de l'imaginaire, etc., que ça montre, de transformation du territoire, des enjeux géopolitiques bien sûr qu'il y a derrière. Voilà, c'est une ville qui, on a beaucoup entendu parler l'an dernier, est à la frontière avec Israël, la Jordanie, enfin voilà, dans le golfe d'Aqaba, qui a décidé d'acquérir des terres à d'autres États, enfin on va revenir dessus plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense que beaucoup de pays de la péninsule arabique vont se diversifier en continuant à utiliser le pétrole et le gaz. En fait. C'est ça la ressource. C'est-à-dire que c'est pas l'arrêt du gaz et du pétrole, c'est peut-être en fait valoriser encore plus ce qu'ils font, produire encore plus de dérivés et en fait ce qu'ils appellent intégrer la chaîne de valeur. C'est-à-dire en fait non plus maîtriser simplement une des activités qu'on appelle upstream, donc ce qu'on appelle plutôt nous de l'amont, mais en fait toute la chaîne qui va en fait de l'extraction et même des technologies d'extraction du puits jusqu'à le produit final en fait, donc que ce soit des compléments alimentaires, voilà, du hydrogène vert, enfin, ou les dérivés chimiques, des engrais, etc. Ce dans quoi se spécialisent assez bien les pays internationaux, qu'il faut reconnaître, c'est une réussite économique pour certains d'entre eux. Je pense à Bahreïn, je pense à l'industrie émirati, je pense à la SABIC, qui est l'une des plus grosses mondiales de la saoudienne, et qui a été rachetée par l'Aramco. Preuve que donc ce n'est pas des domaines séparés. Vous voyez, Neom, le PDG de Neom, est un ancien de l'Aramco, donc de la compagnie pétrolière saoudienne. Donc voilà, en fait, c'est pas la fin du pétrole. C'est plutôt le pétrole qui va être la fin et qui va probablement être de l'animal de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, c'est une stratégie qui est complètement affirmée et explicitée de façon ouverte par les économistes et les dirigeants de la péninsule arabique aujourd'hui. Bien, merci. Si vous le voulez bien, je crois que tout le monde a bien profité de ce spectacle de la modernité transitionnelle, pourrait-on dire, à la sauce saoudienne. Donc si vous le voulez bien, on va quand même changer de visuel. Je reviendrai ensuite sur... Eric Verdeil, si vous voulez bien reprendre la parole pour revenir peut-être sur les cas donc tunisiens, jordaniens que vous avez bien travaillé. Est-ce qu'on a du recul sur les investissements dans l'énergie solaire? Donc concrètement, au-delà effectivement des promesses et puis de quelques réalisations réelles, c'est vrai que effectivement le siège de l'institution internationale de l'énergie renouvelable à Masdar City, qui ressemble à une ville fantôme, habitée à moitié de ce qu'elle devrait être, etc. Ça montre que malgré tout, la péninsule arabique s'y met aussi. Mais est-ce qu'on a du recul sur les investissements donc, récents dans l'énergie solaire du côté de ces deux pays sur lesquels donc Eric Verdeil a plus particulièrement travaillé, la Tunisie et la Jordanie? Et qu'est-ce que ça pèse? Que pèsent ces investissements dans le solaire, donc peut-être dans l'économie
dans l'économie effectivement nationale. Voilà, alors effectivement, ce qui est intéressant en confrontant la Jordanie et la Tunisie, c'est d'opposer finalement deux trajectoires de pays qui ont en apparence quand même un potentiel important pour développer des énergies renouvelables, qu'il s'agisse de l'éolien ou du solaire, notamment sous la forme photovoltaïque, bien qu'il y ait aussi dans les deux pays des projets de centrales solaires thermiques. Et en même temps, malgré ce potentiel partagé en apparence, des trajectoires complètement différentes. Donc la première image, donc sur votre joue, c'est la gauche, donc la Jordanie, j'ai représenté, enfin plus exactement un étudiant qui a travaillé avec moi a représenté le développement considérable des investissements solaires et éoliens depuis moins d'une dizaine d'années. C'est-à-dire en 2014, il n'y avait aucune pratiquement de ces usines solaires et éoliennes qui existaient. Et soudain, aujourd'hui, la Jordanie produit 27% de son énergie, de son électricité avec de l'énergie renouvelable. Donc c'est voilà, un basculement extrêmement rapide, extrêmement intéressant, bien sûr, et qui a permis à ce pays qui était dans une situation très difficile, je vous l'ai dit tout à l'heure, à cause de la coupure de ses approvisionnements en gaz naturel, pas encore conquérir une totale autonomie, bien entendu, mais en tout cas d'affirmer ce potentiel avec des investissements qui sont pour partie régionaux, beaucoup d'investissements saoudiens, émiratis, pour partie européens, mais aussi un petit peu des investissements locaux du capitalisme jordanien, si vous voulez. Donc quelque chose de tout à fait intéressant, qui est lié très largement à la mise en place d'un cadre très incitatif pour les investisseurs privés. Ça, c'est vrai, et c'est ce qui est représenté sur la carte pour ce qu'on appelle les centrales qui sont centralisées, c'est-à-dire c'est des grosses centrales, un petit peu comme celle que tout à l'heure Nadia nous a montré, et qui produisent, qui 10, qui 15, maintenant 20, 30, 100 mégawatts. Par exemple, l'usine de Kouéra, c'est 80 mégawatts qui sont injectés dans le réseau. Mais en fait, ce qui est intéressant dans l'exemple jordanien, c'est qu'il y a aussi eu en parallèle un développement très important de ce qu'on appelle la production solaire décentralisée, qui représente 40% à peu près, enfin je sais plus, vous avez les chiffres que j'ai mis quelque part, et qui témoigne aussi d'une appropriation par les ménages, notamment les ménages les plus aisés, et aussi beaucoup d'entreprises de ces technologies. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça a des retombées majeures sur l'économie locale, mais ça a aussi des effets pervers. C'est-à-dire que, en fait, cette production privée, eh bien, ça permet aux gens de s'affranchir de leurs factures, de payer moins de factures. Et donc en réalité, ça va poser très vite, ça pose déjà aujourd'hui en Jordanie, des questions d'équilibre des sociétés publiques électriques qui, pour équilibrer leurs dépenses, c'est-à-dire payer une partie de ses investisseurs, continuer à payer du gaz qui coûte de plus en plus cher, doit bien avoir des recettes. Or, au même moment, les consommateurs d'électricité qui consomment le plus se mettent tous à avoir du panneau solaire sur leur toit et à beaucoup moins payer à cette compagnie nationale. Et donc en fait, ça alimente un endettement très important de la société publique nationale jordanienne. Donc la Jordanie n'est pas encore sur la voie du Liban, mais néanmoins, il y a un mécanisme très pervers à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais signaler, et c'est pas si facile dans la transition énergétique d'accorder ces deux facteurs, c'est-à-dire ce développement considérable et l'équilibre nécessaire et les enjeux redistributifs que joue l'électricité dans un pays comme ça. Le deuxième problème, c'est que la Jordanie se retrouve aujourd'hui pratiquement, à certains moments, en surcapacité de production électrique. Il voudrait bien les exporter chez ses voisins, qui en ont bien besoin, la Syrie et le Liban en premier lieu, mais aussi la Palestine, et par moment, l'Irak aussi, et puis par moment l'Arabie Saoudite. Or, aujourd'hui, pour des raisons géopolitiques complexes, ces exportations restent très limitées, notamment vers la Syrie et le Liban. Donc, vous voyez, cette inversion de la situation n'est pas complète et pose encore de nombreux problèmes. Alors, l'exemple tunisien, lui, illustre donc la situation inverse, c'est-à-dire un pays qui a du potentiel, mais c'est l'impasse pratiquement totale au niveau des énergies solaires et éoliennes. Donc il y a un peu d'éolien, mais en fait c'est surtout dans le nord.
Et dans le sud, ils ont une petite centrale de 10 MW qui vient d'être connectée. Mais c'est vraiment, c'est peanuts. Et d'ailleurs, ils sont extrêmement, enfin, les ingénieurs qui s'intéressent au solaire en Jordanie sont tous, et les économistes sont tous très tristes. Et simplement, voilà, il y a un blocage qui est très intéressant à comprendre et qui renvoie à nouveau à ces enjeux de représentation politique des ressources naturelles que j'exposais tout à l'heure. C'est-à-dire que la principale raison du blocage de ces investissements solaires, outre le fait qu'effectivement la Tunisie passe quand même dans une période compliquée sur le plan politique depuis 10 ans, et donc les investisseurs qui viennent, qui voudraient venir, demandent à être assurés, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est surtout que l'UGTT, le syndicat qui joue un rôle très important sur le plan politique en Tunisie, a une branche aussi très puissante dans le secteur de l'électricité. Et ce syndicat s'oppose absolument au développement et au raccordement de cette centrale d'El Borma de 10 MW. Ça fait 5 ans qu'elle était pratiquement prête à être connectée. Il s'y oppose au nom du refus de la privatisation de l'électricité. Parce que, comme en Jordanie et comme ailleurs, c'est très souvent par l'intermédiaire des investissements privés qu'on encourage le développement des énergies renouvelables. Or, la puissance politique de ce syndicat, qui est liée à ce même, je vais dire, complexe d'appropriation des énergies nationales et de maîtrise des énergies nationales qu'on évoquait en introduction, eh bien, voilà, joue un rôle de ce point de vue-là très pernicieux, très négatif, et renvoie à nouveau la question de l'exploitation des énergies à une structure des relations internationales dont est dénoncée la dimension potentiellement coloniale. Alors moi je dis potentiellement, mais en réalité vous allez avoir un certain nombre d'activistes tunisiens qui vont vous dire qu'effectivement ils ne veulent pas retomber dans cette ornière. Et de ce point de vue-là, l'exemple de Desertec qu'évoquait à l'instant Nadia a encouru de très sévères critiques justement de l'exploitation du sud saharien par l'Europe, et avec, il est vrai, certains projets initiaux qui proposaient d'exporter directement l'électricité vers l'Europe sans retomber locale. Et donc, quelque part, ça a alimenté cette représentation colonialiste des énergies renouvelables. Donc voilà, on discutera plus. Merci beaucoup. Effectivement, la transition est toute trouvée parce que vous avez évoqué l'entrée effectivement des acteurs privés dans ce jeu de l'exploitation des ressources énergétiques. Nadia Ben Alouache aussi, avec ce grand projet Desertec. Et effectivement, on aimerait savoir comment s'articule plus largement public et privé, parce que cela ne se fera pas sans volontarisme politique, d'abord, sans arsenal juridique, sans un dialogue effectivement entre grands projets internationaux et politiques nationales. Donc au plan institutionnel peut-être, vous avez parlé effectivement déjà de ce plan solaire méditerranéen, mais est-ce que comment cela dialogue avec les politiques nationales, les institutions locales et nationales dont on connaît la fragilité depuis 2011. Enfin, il a été question de la Libye ce matin, qui retrouve tout juste une stabilité politique après 10 ans de crise. L'Algérie, depuis 2019, connaît aussi un certain nombre de difficultés qui peut-être la freinent sur ces dimensions voilà, d'exploitation des énergies renouvelables. Qu'en pensez-vous? Et puis, plus largement, quels sont les freins, enfin, les perspectives et les freins peut-être en matière institutionnelle? Alors, je vais déjà effectivement réévoquer ces méga-projets euroméditerranéens pour voir effectivement déjà qu'est-ce qu'il en est et en quoi ils ont pu, en tout cas, essayer de les articuler avec le niveau national. Alors, des projets, donc le plan solaire méditerranéen, Desertec, etc., qui ont été effectivement, comme le disait Éric Verdeil, taxés de néocolonialisme. Alors oui, ce rêve d'une Méditerranée de l'énergie qui s'articule autour d'un vaste système interconnecté, vaste système d'interdépendance, n'a pas vu le jour, si ce n'est de façon embryonnaire. Et pour diverses raisons. D'abord, ces critiques que ces projets ont essuyées, comme quoi ils étaient effectivement une nouvelle façon de coloniser le Sud au profit du Nord. Il y a aussi d'autres raisons, comme le défi technique, puisque intégrer des énergies renouvelables dans des systèmes électriques qui ne sont pas faits pour ça, et les évacuer vers le nord est un défi technique extrêmement difficile. Financier aussi, ne serait-ce que Desertec, c'était 400 milliards de dollars à investir.
des questions aussi d'ordre politique avec la question israélienne, puisque ce projet en fait était formalisé autour du bassin méditerranéen, sauf que se lier même électriquement à un pays comme Israël, pour certains pays comme l'Algérie par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas concevable, et une conjoncture internationale et politique qui n'était pas favorable. Donc d'abord vous avez évoqué effectivement ces soulèvements, une conjoncture aussi due tout simplement à une crise financière de 2008 qui s'est répercutée au moment où il a fallu mettre en place ces projets, une baisse aussi de la consommation électrique en Europe, contrairement à ce que l'on pense, où la demande n'existait plus, si bien qu'en fait faire transiter de l'énergie verte du sud vers le nord n'avait plus aucune raison d'être. Et aussi le développement, comme donc mon collègue en a déjà parlé, des gaz dits non conventionnels, comme le gaz de schiste tout droit venu des États-Unis notamment, qui va bousculer en fait cette architecture de l'énergie au Moyen-Orient et notamment au Maghreb. Alors malgré tout, sans vouloir avoir non plus de discours trop pessimistes, ces méga-projets ont contribué quand même à une véritable dynamique au sud de la Méditerranée. En fait, ces visions, cette impulsion, elle s'est concrétisée par une dynamique de projets, notamment au Maroc et en Algérie. Alors, pourquoi ces pays se sont alignés, voyant dans ces énergies non renouvelables une opportunité quand même. D'abord, répondre à leurs besoins, qui sont exponentiels, diversifier leur mix énergétique, puisque ce sont, comme on l'a dit, déjà des pays qui sont dépendants des hydrocarbures, soit en termes d'exportation, soit en termes d'importation, et parce que effectivement l'énergie solaire représente encore aujourd'hui aussi un facteur de développement, à la fois technologique et industriel. Donc il y a des politiques qui ont été mises en place, qui ont été formalisées par des plans ou des programmes, comme au Maroc le plan solaire marocain, lancé tout de suite après le plan solaire méditerranéen en 2009, ou le programme intégré d'énergie éolienne la même année. Alors l'objectif, c'est de porter à 52% du mix électrique national les énergies renouvelables, alors hydraulique compris, ça c'est important de le dire quand même. Alors aujourd'hui on assiste à une avancée significative des énergies renouvelables, un peu comme pour la Jordanie, avec 37% du mix électrique national qui est aujourd'hui issu des énergies renouvelables au Maroc. Alors c'est un peu différent en Algérie. Alors l'Algérie a de la même manière, un peu par mimétisme, lancé son programme national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en 2011. Alors 15 000 MW d'ici 2035, c'est l'ambition. Alors la réalité est tout autre, puisque en 2022, c'est 802 MW qui ont été installés pour le moment. Donc on est quand même loin des objectifs. Alors dans ces projets, la composante nouvelle, c'est l'hydrogène vert. C'est-à-dire on va produire de l'hydrogène à partir de l'énergie renouvelable. Et ça a relancé en fait les projets aussi au niveau euro-méditerranéen. Alors, pour permettre le développement de ces énergies renouvelables, il faut un certain nombre de réformes. Alors, des réformes juridiques, des réformes réglementaires et financières. Alors, l'Algérie, par exemple, a instauré ce qu'on appelle un feed-in tarif, un système de rachat garanti, un peu comme en France. Alors, le distributeur d'énergie, qui est Sonelgaz, doit racheter, donc vraiment, on lui impose de racheter de l'électricité d'origine renouvelable à un prix supérieur à celui du marché. Donc, et ceci est possible en Algérie grâce à la présence d'une autorité indépendante qu'on appelle la Commission de régulation de l'électricité du gaz, la CREG. Alors, l'Algérie, effectivement, a ouvert son marché aux acteurs et à la production privée, mais quand on regarde de près, c'est un monopole dit de facto, de fait, c'est-à-dire que si, en théorie, le marché s'est ouvert, en réalité, seul Sonelgaz en fait règne en maître. Donc il faut quand même aussi faire attention aussi à ces discours de façade. Alors Sonelgaz d'ailleurs est le principal porteur de projets renouvelables en Algérie. Alors parmi les raisons qui expliquent cette place donnée à l'opérateur historique, l'idée que la multiplication justement de producteurs privés peut constituer une menace pour son monopole. Donc Monsieur Verdet en a déjà parlé. Alors comment on le voit par exemple, en Algérie, on impose des seuils de production, 100 MW pour l'éolien, 50 MW pour... 100 MW pardon, pour le solaire et 50 MW pour l'éolien.
Ce qui signifie en fait concrètement que les installations de petite capacité, comme celles qui sont surimposées au bâti par exemple, qu'on met sur nos toits, ne bénéficient pas du feed-in tarif. Ce qui en fait n'encourage pas du tout l'autoproduction, c'est-à-dire la production autonome par des particuliers. Donc la question de la privatisation d'un secteur qui a, au moins depuis les indépendances, été foncièrement public, pose problème. Alors au Maroc, c'est différent. Le pays a décidé d'entrer franchement dans la privatisation de son secteur avec la loi relative aux énergies renouvelables de 2010 qui accorde le droit à un exploitant de produire de l'électricité à partir de sources renouvelables pour le compte d'un autre exploitant, mais toujours dans le cadre d'un usage propre. Alors cette loi a mis fin justement au monopole de l'ONE sur le secteur de l'électricité. Alors ces différences, juste je termine là-dessus, ces différences d'orientation entre les deux pays, évidemment, s'expliquent par des enjeux nationaux spécifiques. L'Algérie est un pays qui produit de l'énergie, qui produit des hydrocarbures, si bien que l'enjeu des énergies renouvelables, c'est surtout de répondre, c'est surtout au fait de préserver leurs ressources naturelles et de les utiliser dans un cadre en fait où il s'agit de les optimiser dans des solutions à plus forte valeur ajoutée, puisqu'aujourd'hui, très clairement en Algérie, le gaz naturel est gaspillé. Donc on va réinventer, comme le disait donc, Philippe Petria, donc on va réinventer l'usage de l'énergie fossile, par exemple dans des solutions hybrides, solaire-gaz, solaire-diesel, etc. Donc en fait, peut-être que cette transition, effectivement, passera par l'hybridation, où on utilise les énergies du passé avec les énergies dites nouvelles. Donc au Maroc, en revanche, la situation est tout autre. On est dans une situation de très forte dépendance aux énergies, et donc en fait les énergies renouvelables constituent la seule marge de manœuvre pour le pays pour devenir peut-être un jour énergétiquement indépendant. Donc d'où aussi cette volonté d'entrer en plein dans les énergies renouvelables. Donc des facteurs nationaux qui conditionnent le développement des énergies renouvelables dans ces pays et qui montrent qu'effectivement on n'est pas face à un processus linéaire, normé de transition énergétique dite bas carbone, mais plutôt on n'a pas qu'une seule transition énergétique, mais des transitions énergétiques qui en fait prennent diverses trajectoires. Voilà. Merci beaucoup Nadia, merci plus largement à tous les trois, parce que l'enjeu était de taille, à la fois de partir du début de l'exploitation des hydrocarbures jusqu'aux perspectives nouvelles d'hybridation peut-être énergétique, en essayant de couvrir, sans exhaustivité, mais la région du Sahara à la péninsule arabique en passant par le Proche-Orient. Donc voilà, les trois déserts sont bien représentés dans cette table ronde. Et puis merci de votre concision aussi, parce que nous avons, et je crois que c'est l'essentiel, c'est tout l'intérêt du festival, me semble-t-il, un temps assez important pour vous donner la parole et puis pour vous laisser la possibilité d'interroger nos trois intervenants sur toutes ces questions d'énergie, de transition énergétique dans la région. Donc vous pouvez lever la main. Je ne sais pas si un micro circule dans la salle.